voulais d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque pour leur invitation à cette rencontre qui s'annonce extrêmement stimulante et pour le fait de me lancer un peu dans la gueule du loup, dans le rôle du chien dans un jeu de quilles pour vous parler d'archéologie, ce qui a priori paraît très éloigné de vos préoccupations. Alors je me suis rendu compte depuis plusieurs années que, en fait, quand je parle d'archéologie à des gens qui ne sont pas, nous on ne s'appelle pas archéologue, on s'appelle fouilleur. À des gens qui ne sont pas fouilleurs, je crée un quiproquo, c'est-à-dire que je parle de quelque chose que mes interlocuteurs pensent connaître et qu'en fait ils ne connaissent pas. Et naturellement, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas parce que je suis plus intelligent et eux moins intelligents, c'est une question fondamentale de pratique. L'archéologie est une pratique au sens d'un art, au sens de l'art ancien, ars. Et pour connaître l'archéologie, il faut la pratiquer, en fait. Et dans une vie antérieure, j'ai été dessinateur. Et si pour la plupart d'entre vous dans cette salle, si vous ne savez pas dessiner, si vous dessinez comme des pieds, c'est pas parce que vous n'êtes pas doué, c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est le dessin. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer ce qu'était la raison du dessin. Si vous voulez bien dessiner, il faut que vous abandonniez l'idée que vous devez produire une image de ce que vous avez devant les yeux. En fait, quand vous dessinez, vous convoquez une présence sur le papier. Ça se fait avec une chose toute simple, ça se fait avec un bête crayon. Et ce qui est important, ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est le trait. L'archéologie, ça se fait avec une bête pelle, n'importe quelle pelle, avec n'importe quelle truelle. C'est creuser dans la terre. Et ce qu'il faut prendre au sérieux dans l'archéologie, c'est la matière. Alors la matière, c'est pas seulement les vases grecs et les statues d'Apollon. La matière, c'est la matière au sens de base, c'est-à-dire ce qui nous environne ici, ces chaises, le béton, la terre, le charbon, nos cadavres, nos déchets, nos ordures. C'est ça qu'il faut prendre au sérieux, c'est ça qu'il faut penser. Alors, qu'est-ce que l'archéologie ? C'est difficile à dire. L'archéologie, en fait, c'est pas quelque chose qui s'intéresse au passé. Ce n'est pas quelque chose qui a trait au passé. C'est quelque chose qui s'intéresse à ce qui subsiste du passé dans le présent. C'est une différence absolument fondamentale. De la même manière, puisqu'on va parler ici aussi de création artistique, quand vous avez affaire à une pièce de Molière, vous n'avez pas affaire à une pièce du XVIIe siècle. Vous êtes dans le XXe siècle. Elle est jouée maintenant, aujourd'hui, par des acteurs dans le présent. Vous êtes dans le présent en tant que spectateur, vous êtes dans le présent en tant qu'acteur. Et ce que vous voyez du XVIIe siècle, c'est en fait ce que vous imaginez depuis votre point de vue d'homme et de femme du XXIe siècle. Ça n'est pas le XVIIe siècle. C'est ce que vous projetez être le XVIIe siècle. C'est la même chose pour l'archéologie. L'archéologie, c'est quelque chose qui touche le présent dans sa matérialité, le passé préservé dans le présent. Et en fait, le passé n'a pas d'autre place que dans le présent. Il n'est pas dans le passé. C'est une fiction de penser ça. Le passé il n'a pas d'autre lieu que le présent. Il ne peut pas exister ailleurs que dans le présent, comme présence, comme matérialité, c'est-à-dire comme mémoire. Et donc l'archéologie ne s'intéresse pas au passé. Elle n'a pas grand-chose à en dire du passé pour le passé. On ne sait pas ce qui s'est passé et on n'a pas le moyen de le savoir. On s'intéresse à ce qui subsiste du passé dans l'aujourd'hui, c'est-à-dire on s'intéresse à cette mémoire, à ce qui s'est transmis, à ce qui subsiste, à ce qui s'inscrit, à ce qui se répète et à la manière dont on peut modestement, avec une pelle et une truelle, dont on peut modestement l'aborder. Ça n'est pas autre chose que ça, l'archéologie. Alors, il faut peut-être revenir sur la question du passé. J'ai dit tout à l'heure que le passé n'existait pas dans le passé. Le passé, lorsqu'il était le présent, il s'est intégralement désintégré. Il ne reste absolument plus rien. Vous avez ici une image de Paris. Vous reconnaissez la silhouette des immeubles sur les quais de Seine, prise dans les années 1850. Cette chose-là n'existe plus. Elle s'est totalement vaporisée. Ce qui en subsiste, ce sont des déchets, des débris. Et ce que vous voyez aujourd'hui, cette image qui a été prise à un certain jour, d'un certain mois, une certaine heure, en fait, aujourd'hui, alors que c'était une date dans l'histoire, maintenant, ça n'est plus qu'une durée probabiliste. Si vous regardez cette image, vous voyez bien que c'est ancien. Vous voyez bien qu'il y a quelqu'un avec une haute forme et puis un autre avec une sorte de blouse claire.
vous discernez des gros paniers en osier comme on n'en fait plus aujourd'hui, vous voyez bien que c'est vieux. Mais vous ne savez pas exactement de quand ça date. Vous ne pouvez pas dire le jour, l'année, l'heure, le mois. Vous pouvez dire c'est du 19e siècle. Et vous pouvez le dire parce qu'en fait, ce que vous faites, vous regardez les caractéristiques de la matière qui est contenue dans cette image. Et ça veut dire que ce qui était une date est devenu une probabilité de date. C'est devenu une durée, c'est devenu une incertitude. Le passé, il est probabiliste. Et si on ne vous dit pas que cette image a été prise un certain jour, d'un certain mois, d'une certaine année, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Eh bien, nous sommes dans cette situation-là. Alors, préserver le passé, archiver, conserver, en fait, ça consiste à rassembler des choses qui proviennent de différents moments du passé. Je vous montre là une boîte que j'ai chez moi qui est je pense qu'il y en a beaucoup dans beaucoup de familles, c'est une sorte de reliquaire familial. C'est une chose qui se transmet par les femmes. C'est une chose qui vient de ma mère, qu'elle tenait de sa grand-mère, et dans laquelle il y a toutes les choses précieuses de la famille. Vous voyez une vieille pièce je crois que c'est 5 francs en argent, des croix, des alliances. Toutes ces choses-là appartiennent à différentes personnes, viennent de différents temps. Il y a des choses précieuses, il y a des choses vulgaires, il y a des choses qui sont de l'ordre des vieilles cochonneries, il y a des choses qui sont de l'ordre du bijou. Les conserver, en fait, c'est les retirer de ça. Et en fait, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. C'est créer un mélange de temporalité. Et les conserver ensemble, en fait, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer en tant que conservateur, ça revient à les faire disparaître. Pour les garder dans cette boîte, je les fais disparaître. Ils n'existent plus, ces choses. Ils deviennent des vestiges, ils deviennent des reliques, mais ils n'existent plus en tant que tels. Les alliances n'existent plus en tant qu'alliance. La pièce n'existe plus dans un porte-monnaie. La montre ne donne plus l'heure. Ce sont des restes. Et pour les maintenir vivantes, je suis obligé de les remanier, je suis obligé de les transformer. De la même manière que dans la maison que j'habite, qui est une maison dont les parties les plus anciennes doivent être de la fin du XVIIIe siècle, si je veux continuer à faire vivre ma vieille maison comme une maison, je dois installer, je l'ai fait, j'ai installé un poêle à granules pour que ça chauffe mieux, je dois changer la cuisine, je dois changer l'évier, je dois mettre un nouveau système d'alimentation d'eau pour que la cuisine fonctionne comme cuisine. Si je garde la cuisine dans son état de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe, je fais un splendide reliquaire, mais elle ne peut plus marcher comme cuisine. Les vestiges, c'est la même chose. Si cette boîte de reliques, je veux qu'elle continue à vivre comme elle vivait, eh bien, il va falloir que j'y ajoute, d'ailleurs je l'ai fait, que j'y ajoute mes propres reliques, les choses de mes enfants, et peut-être que quand je serai mort, on y mettra l'alliance que je ne porte pas ou la montre que je n'ai pas. C'est la seule manière de faire vivre ces choses anciennes. Sinon, je les tue en les gardant comme ça. J'en fais ce que c'est-à-dire un tas de vieilles cochonneries, des archives. Pour se maintenir, les choses matérielles, elles ont besoin d'être reproduites, incessamment reproduites. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans la réalité archéologique. Vous avez une image à droite d'une ferme gauloise, telle qu'on peut les voir du ciel, et vous voyez quelque chose de tout à fait graphique. Les lignes sombres, ça correspond à l'emplacement de fossés comblés. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que la même chose, le même endroit, la même ferme, pour exister au cours de ces 2 ou 3 siècles avant la conquête romaine, elle a eu besoin d'être refaite. On a recreusé les fossés. Et quand les fossés n'étaient plus adaptés aux besoins qu'on en avait dans le présent, on en a fait d'autres. Et ainsi, les sites, les choses de la matière, elles nous apparaissent comme des palimpsestes. Elles sont incessamment refaites, reproduites. Et c'est ce qui produit de l'accumulation. L'accumulation, on va en parler tout à l'heure, à l'instant, c'est un processus qui est au cœur de la création des choses matérielles. Vous avez là à côté un petit... on peut voir ça dans le passage Vivienne, si vous y prêtez attention. Il y a eu des petits sondages. Et ce que vous voyez là, sur l'image de gauche, c'est un petit sondage qui a été fait dans les différentes couches de peinture de la galerie. Vous voyez toutes ces différences de couleurs. En fait, cet endroit, c'est ça, c'est cette accumulation de choses qui ont eu besoin d'être remis à jour, réactualisées, et qui produit de l'accumulation, en fait. Alors,
Si les choses sont accumulées, ça signifie que le présent, et ça c'est une notion qui est absolument centrale, encore une fois, essayons de prendre les choses au sérieux, de les penser, de penser les choses, ça signifie que le présent, en fait, il n'est pas présent. Aujourd'hui, certes, on vit un moment ensemble dans cette salle qui vient d'avoir un début, il y a 10 ou 15 minutes, qui va avoir une fin à la fin de la journée. Mais en réalité, si vous regardez l'endroit dans lequel vous n'êtes pas dans un endroit d'aujourd'hui. Vous êtes dans un endroit dans lequel sont réunies au même endroit matériellement toutes les temporalités du passé. Alors c'est peu visible dans cette salle qui est une salle moderne, mais si vous regardez par exemple ce trottoir, vous voyez, c'est une chose banale que j'ai photographiée il y a quelque temps. Regardez-le, c'est la surface du présent, on marche dessus, on va faire ses courses là-dessus, mais vous voyez que c'est une sorte d'assemblage de patch, on dirait en anglais, de petits morceaux. Hein. Vous voyez les dalles, on a réparé les trous dans le béton avec de l'asphalte, on a rebétonné plusieurs fois le sol, on n'a pas cessé de le réparer. Et ça s'est fait à différents moments du passé. Si bien qu'aujourd'hui, ce sol sur lequel vous marchez sans y penser pour aller faire vos courses ou vous rendre à un rendez-vous, en fait, il est comme peau du présent, il est fait de toutes ces temporalités. Ces temporalités, elles sont celles d'il y a quelques années, mais sous ce trottoir, si on prenait une pioche et qu'on creusait dessous, on trouverait probablement des couches de terre avec des tessons du Moyen-Âge, et si on creusait peut-être plus profond, on pourrait trouver des éclats de silex qui ont été taillés il y a peut-être 10 ou 500 000 ans. Tout ça, ça existe en même temps, en ce moment. Les dinosaures, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment qu'on les trouve, de même que les fossiles des plus anciennes périodes de l'occupation de la Terre. C'est aujourd'hui, c'est dans l'aujourd'hui qu'on les lit. Et donc, le présent, il est toujours fondamentalement multitemporel. Et ça, on le sait bien à l'échelle de notre propre existence. On est fondamentalement des êtres multitemporels. On emporte tous avec nous une part de notre enfance, une part de notre adolescence. On n'est pas totalement du présent. Si on était totalement dans le présent, je crois qu'on serait fou en réalité. On est, nous aussi, imprégnés de cette stratification de passé. On est, nous aussi, imprégnés de durée. Et la durée, c'est une des choses qui est la plus difficile à penser. Et c'est le matériau de l'archéologie. Donc l'accumulation, la répétition, c'est ce qui produit cette structure si typique de l'archéologie qui sont les couches. S'il y a de la couche, c'est parce qu'on a refait sans cesse la même chose au même endroit d'une manière différente en accumulant de la matière. Et vous avez là un profil du tel de Troie qui avait beaucoup fasciné Freud. Et vous voyez que Troie, matériellement, c'est une sorte de section à travers des pots d'oignons. Hein. Troie, c'est la surimposition en fait de la même ville qui s'est répétée toujours au même endroit et manifestée de manière différente jusqu'à ces temples gréco-romains que vous voyez flotter près de la surface. Troie, c'est ça. Et c'est pourquoi la Troie homérique est insaisissable. Elle est fondue là-dedans. Elle n'est pas attrapable. La croissance archéologique, et là encore, c'est une chose qui est très difficile à penser parce que nous pensons en termes d'instant et non pas en termes de durée. Ça consiste à maintenir actif quelque chose qui n'existe plus. Et on va voir dans un instant qu'est-ce que ça veut dire. Le passé ne meurt pas, il dure. Et quand vous regardez la vie des choses matérielles, ça a l'air une contradiction dans les termes, vous vous rendez compte que les choses qui n'existent plus, elles continuent à agir dans le présent. Vous avez sur l'image de gauche que je vous montre ici, vous voyez, ça se passe pas en Europe, ça se passe en Amérique, ça se passe dans le sud-ouest des États-Unis, au Nouveau-Mexique. C'est un champ cultivé. Au fond, vous voyez les montagnes et vous distinguez des traces de tracteurs. Ça pourrait se passer n'importe où, dans n'importe quel champ. Ces traces de tracteurs, en fait, c'est tout ce qui reste dans l'aujourd'hui du Camino del Rey, le chemin royal que les Espagnols avaient tracé dans leur quête désespérée et illusoire des 7 cités de l'or de Cibola. C'est le chemin des Espagnols. C'est l'une des plus anciennes voies de l'Amérique du Sud-Ouest.
Et ce qu'il en reste aujourd'hui, cette voie n'existe plus, mais elle est toujours active, elle est toujours empruntée. Elle fonctionne toujours comme une voie, comme ma cuisine de tout à l'heure. Ça veut dire que cette chose qui n'existe plus, les Espagnols ont disparu, il n'y a plus de conquistadors, on ne cherche plus les cités de l'or, mais ce qu'ils ont créé matériellement, non seulement est toujours là, mais est toujours actif. Ça crée toujours quelque chose. Vous avez à droite une section, c'est une coupe, hein, vous voyez, d'un terrain. Donc ça se passe dans un champ près d'Arles. Vous avez des bouquets d'arbres, vous avez des champs, et vous avez la section du sol. Et en fait, ce que l'archéologie révèle, c'est que dans un paysage complètement anodin d'aujourd'hui de champs, de limites de champs, en fait, les rangées d'arbres sont à l'emplacement de fossés enfouis. Et ces fossés enfouis, ce sont les fossés qu'ont creusés à l'origine les Romains quand ils ont établi le cadastre dans la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ dans la région d'Orange. Donc le cadastre romain continue à fonctionner comme une limite aujourd'hui. Mais ce qui est peut-être plus frappant, quand on regarde en détail, cette fois-ci, quand vous regardez la coupe d'un œil archéologique, vous voyez des couches de terrain, des couches de remblais, de comblements dans les fossés, qui montrent qu'à certains moments, ces fossés ont été complètement comblés et ont cessé d'exister comme fossés. Et à un moment ultérieur, ils ont été réactivés. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez deux ensembles de fossés, et vous voyez des fossés inférieurs, puis des fossés supérieurs. À un moment, on les a remis en service. Donc, les choses du passé, non seulement elles influent le présent, mais elles peuvent faire ce que Benjamin appelle le saut de tigre dans le temps. Elles peuvent être réactivées au bout de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Et on se rend compte, par exemple, des recherches récentes en Grèce montrent qu'en Grèce, il y a évidemment, avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de problèmes de dégradation de sol et d'érosion. Dans certaines régions de l'Épire, on a pu montrer en fait que les zones qui se dégradaient le plus, qui étaient le plus soumises à l'érosion, c'était des choses qui réactivaient des processus qui remontaient à la préhistoire. C'est des déséquilibres qui avaient été créés à la préhistoire. Donc les choses du passé, en fait, elles peuvent revenir de très loin comme un boomerang, frapper le présent, se réactiver dans le présent. Et ça, c'est une chose qui est très difficile à accepter pour nous. Alors, tout ça, ça signifie que, contrairement à ce qu'on s'imagine, on ne peut pas restituer les vestiges dans leur état premier. Ça, c'est encore un fantasme de conservateurs de musées ou de restaurateurs. Et si on le fait, si on restitue les objets tels non pas qu'ils étaient, mais qu'on pense qu'ils étaient, qu'on croit qu'ils étaient, qu'on s'imagine qu'ils étaient, en fait, on détruit toute leur mémoire, on détruit tout ce qui s'est accumulé dans la destruction de ces objets, dans la corrosion de ces objets, qui conservent les traces de tissu dans lesquelles ça a été emballé, les traces de cuir auxquelles c'était lié. Si on fait ça, on gomme toute cette mémoire. Donc ça signifie qu'en fait, les objets, les choses qui sont faites, elles ne nous sont accessibles que, pour prendre un terme de la psychanalyse, que dans leur après-coup. Elles ne sont accessibles, leur vérité n'est saisissable que dans l'après, que dans leur dégradation, que dans leur déformation. Elle n'est pas accessible dans leur état initial. C'est pas possible. C'est pas accessible. Alors, ça nous amène, et ça sera peut-être la conclusion de ce que je voulais vous dire ce matin, ça nous amène, là encore, si on prend au sérieux les choses de la matière, ça nous amène à une pensée complètement différente du passé, à une pensée complètement différente de l'histoire. C'est-à-dire que, contrairement à l'histoire, l'archéologie, vous voyez, est fondée sur le temps de la matière. Et le temps de la matière, ce n'est pas un temps d'événement, ce n'est pas le temps de l'histoire, c'est le temps des durées. Et la durée, en fait, c'est la dimension spécifique de la mémoire archéologique. L'archéologie, c'est quelque chose qui travaille sur la mémoire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se répète, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui revient. C'est ça que l'archéologie piste, en fait. Yann a dit tout à l'heure que j'étais un spécialiste de l'âge du fer. Ah oui, ça c'est ce qui est marqué sur ma fiche de poste, comme on dit. Hein. Oui, effectivement, je suis censé être un spécialiste de l'archéologie celtique. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est l'épaisseur du temps. C'est ce qui se passe à travers le temps, peut-être depuis l'époque celtique, mais jusqu'à l'Antiquité, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Moi, je m'intéresse à la mémoire du passé dans la matière.
ce que vous faites aussi en travaillant sur des archives, et ce qu'on fait aussi quand on travaille sur des créations. On travaille tous sur le même matériau. Un matériau qui nous échappe, et l'archéologie, c'est une discipline qui vous apprend l'humilité, en fait, parce que vous découvrez que ce que vous croyez savoir, c'est ce que vous étiez imaginé, qu'en fait, vous êtes toujours surpris par ce que vous trouvez. C'est imprédictible, c'est quelque chose qui n'est pas... à chaque fois, vous êtes surpris par ce que vous trouvez. Et quelque chose qui se transmet, qui se transforme, c'est quelque chose qui se construit. Et finalement, l'archéologie, elle étudie ça. Elle étudie qu'est-ce qui se construit à travers le temps, qu'est-ce qui se transmet depuis des siècles, des millénaires, ou parfois même des dizaines de millénaires. En fait, ce qu'on cherche à percer, c'est quelque chose de très énigmatique, c'est quelque chose qui nous échappe, c'est qu'est-ce qui se construit dans le temps. Et par rapport à ça, notre identité, elle est celle de petits moucherons, de petites fourmis. On a, à l'échelle du temps archéologique, on a une échelle de vie, c'est à peine ce que vit un moucheron, hein, c'est quelques décennies, alors que les phénomènes qu'on étudie, qu'on essaie d'observer, se développent à l'échelle de plusieurs siècles ou millénaires. C'est donc ce temps du passé est un temps qui fondamentalement nous échappe. C'est une matière inconnue en réalité. Et donc l'archéologie, c'est ce qui explore cette chose-là, c'est ce qu'il travaille. C'est quelque chose qui a plus trait à la mémoire qu'à l'histoire. Alors voilà, donc encore une fois, ce sont des concepts qui pour nous sont évidents parce que je dirais qu'on les sent. Ça passe par nous d'une manière sensorielle. J'ai essayé de les formuler d'une manière intellectuelle, mais à la base, c'est quelque chose qui passe par nos mains, qui passe par notre corps. C'est une expérience de la matière, cette chose-là. Et c'est une chose qui est difficile quand on l'explique d'une manière intellectuelle, comme je viens de le faire, c'est compliqué, c'est difficile à saisir. Mais en fait, c'est là où je pense qu'on a un terrain commun. Et je crois que c'est au cœur des questionnements de votre colloque et de votre sujet de recherche, c'est réunissons-nous autour de la matière sur laquelle on travaille. Abandonnons les références, abandonnons les a priori, abandonnons tout ce qu'on a raconté. Nietzsche disait qu'il fallait faire de la philosophie à coups de marteau. Faisons aussi ça à coups de marteau, c'est-à-dire on voit bien que ces choses, elles sont environnées d'énormes croûtes de corrosion, d'une succession de couches d'interprétation. Ces objets-là sont des objets hybrides. Ils sont à la fois ce qu'ils sont, ou du moins ce qu'on en perçoit, et tout ce qu'on en a raconté. Et c'est important, je pense, d'essayer de faire tomber ces croûtes d'interprétation qui sont dessus, et de nous intéresser à la matière sur laquelle on travaille. Ces choses en papier, ces choses dans la terre, ces choses en ferraille, c'est ça les choses qui nous viennent du passé. Je pense que c'est les choses sur lesquelles on a des choses à dire ensemble, chacun à partir de nos expériences différentes. Voilà, je vous remercie de votre attention.